Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Cette semaine, dans l'édition du 19 avril 2018, Moisson Vallée Matapédia inaugure son tout premier camion réfrigéré. Martin Landry nous donne des nouvelles du milieu forestier matapédien. En cette 44e édition de la semaine de l'Action bénévole, Alexis Daou-Tremblay démystifie l'engagement communautaire requis pour faire partie d'un conseil d'administration. Jean Rabouin nous présente la nouvelle salle multifonctionnelle de Lac au Saumon. Lynn Allard nous invite à la prochaine édition des Bontés divines de la Vallée. Et en terminant, Dimitri Boutelier annonce les nouveautés du club de soccer Le Blizzard pour cet été. Nous nous sommes rendus chez Moisson Vallée Matapédia pour assister à une conférence de presse. Ils nous ont annoncé une bonne nouvelle. Ils ont fait l'acquisition d'un camion réfrigéré. C'est avec un immense plaisir qu'on vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Nous sommes enchantés de votre présence. Moisson Vallée Matapédia existe depuis 1992. Il travaille au quotidien avec la pauvreté qui fait partie du paysage humain de notre région et a pour mission de participer à cette lutte en offrant une aide alimentaire. Moisson Vallée Matapédia récupère les denrées chez différents marchands locaux depuis ses débuts. Il arrête pas de bouger. Uniquement des fruits et des légumes et aussi des produits de la boulangerie en épicerie. Grâce à Banque alimentaire Québec, depuis septembre 2017, un programme de récupération en épicerie, le PRS, est implanté dans la vallée. Le PRS est le premier du genre au Canada et propose une solution durable aux problèmes de gaspillage et de précarité alimentaire avec les détaillants en alimentation. Le PRS, je parle vite, hein, excusez. Le PRS permet une situation gagnant-gagnant en éliminant les pertes en supermarché afin de donner à manger aux gens qui en ont besoin. En partenariat avec Moisson Vallée, permet au supermarché Métro Alexandre Pelletier et Maxi de s'afficher comme étant socialement responsable en soutenant Moisson Vallée dans sa mission première, c'est-à-dire la lutte contre la faim, tout en diminuant le gaspillage alimentaire. Afin de récupérer les denrées de façon sécuritaire, il a été primordial que Moisson Vallée Matapédia se procure un camion réfrigéré. J'en profite pour féliciter Brigitte, notre directrice, pour son travail colossal dans ce projet. Merci à tous nos donateurs, la MRC de la Matapédia, Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, Fondation Jacques Francoeur, Fondation Maurice Tanguay, Banque alimentaire Canada, Automobile Didier. Vous avez choisi notre cause et nous en sommes honorés. Je passe maintenant la parole à Mme Jessie Proux, représentante de la MRC de la Matapédia. La MRC de la Matapédia est fière d'être partenaire de l'achat d'un camion réfrigéré via le Fonds de développement du territoire, projet structurant, qui s'emboîte dans la planification provinciale des banques alimentaires du Québec. Ce véhicule permettra d'avoir plus de denrées diversifiées et de qualité dans la région, sans briser la chaîne de froid, ce qui permettra aux gens plus vulnérables de jouir d'une meilleure alimentation. C'est un exemple de projet que la MRC est fière de soutenir, qui concorde avec les politiques régionales, mais aussi provinciales, en plus de mobiliser et sensibiliser les supermarchés du milieu au gaspillage alimentaire. Donc, merci beaucoup et bon succès. Et maintenant, Mme Isabelle Paquin, là, c'est la directrice, en tout cas, de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia.
Très, très heureuse d'être avec vous. Ça fait pas longtemps qu'on s'est vus. L'an dernier, je pense qu'on a inauguré les équipements pour la cuisine collective. Encore cette année, un beau projet pour vous permettre de manger des aliments frais puis de réduire aussi le gaspillage. Ce que je trouve extraordinaire avec Desjardins, peut-être que vous ne le savez pas, mais je trouve ça important de le dire, c'est que notre caisse ici, notre coopérative Vallée de la Matapédia, on a maintenant 20 000 membres. Ces 20 000 membres-là n'habitent pas tous dans la Matapédia. On a beaucoup de nos membres qui habitent à l'extérieur. Donc, c'est des gens qui ont la vallée à cœur, qui continuent de faire affaire avec leur coopérative, puis qui nous permettent d'encourager des projets comme celui de Moisson-Vallée. Donc, ces gens-là qui habitent à Montréal, qui s'achètent des maisons à Montréal, à Québec et qui font leurs hypothèques chez nous, bien, ils nous permettent de redonner dans leur milieu d'origine. Fait que c'est extraordinaire. C'est un outil de développement extraordinaire, la Caisse. Donc, c'est pour ça qu'on est si fiers de nos membres. Et avant de vous quitter là-dessus, je veux juste vous faire 2 invitations. Cet après-midi, on donne une conférence sur la prévention de la fraude et les abus financiers. C'est une conférence très, très intéressante d'un spécialiste de Desjardins qui est venu ici à Amqui aujourd'hui spécialement pour vous aider à prévenir ces genres d'événements malheureux dans notre vie. C'est à 13h30 au Club des 50 ans et plus. Vous êtes invités à venir. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et aussi, on a notre Assemblée générale annuelle qui a lieu le 24 avril, mardi à 19h à la salle communautaire d'Amqui. Vous êtes toujours les bienvenus pour venir voir ce qui se passe avec votre caisse. Donc, félicitations à Moisson-Vallée. Ça nous fait plaisir d'avoir mis les sous. Puis vous, bien, félicitations d'avoir monté ce projet-là et travaillé fort pour le réaliser. Maintenant, je donne la parole à Mme Françoise Tremblay, présidente du CA de Moisson-Vallée. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue. Je suis contente que ce soit un mardi de soupe populaire. Ça nous permet d'avoir beaucoup de gens, puis que vous connaissiez, que vous portiez la bonne nouvelle. Alors, merci d'être présents, puis on dirait que le printemps s'en vient. C'est un grand jour que nous vivons, puis en partie grâce à surtout nos commanditaires, la MRC, la Caisse populaire, la Caisse Desjardins, c'est-à-dire Vallée de la Matapédia, la Fondation Jacques Francoeur, la Fondation Maurice Tanguay, Banque alimentaire Canada, GM Didier Automobile d'Amqui. Moi, j'ai toujours pensé que quand on allait à l'épicerie et on n'avait pas besoin de compter les sous qu'on avait dans notre porte-monnaie, on était riche. Alors, c'est vraiment ce que je pense. On est pas mal souvent privilégiés. Alors, aujourd'hui, on souligne surtout ce que signifie la contribution de tous ces commanditaires qui a permis l'acquisition de notre camion de réfrigéré. C'est sûr, c'est pour les gens qui en ont besoin. C'est plus de nourriture, c'est plus de denrées et plus diversifié. Et peut-être qu'ils pourront aussi en avoir plus souvent. On est très heureux de cette acquisition. Le personnel, tous les membres du conseil d'administration, travaillons pour que les familles et les personnes aient à manger chaque jour et qu'ils bénéficient d'une saine alimentation. Alors, c'est plus qu'un merci que je vous dis, puis vous pouvez propager la bonne nouvelle, c'est notre reconnaissance. C'est pour nous un encouragement à poursuivre notre engagement. Alors, ce partage de votre générosité envers tous les Matapédiens, les Matapédiennes, nous permet de constater que quand on est solidaire, on fait des grands projets. À chacun, je réitère mes remerciements. Belle fin de journée, puis que le printemps arrive. Merci beaucoup. Nous avons rencontré Martin Landry, président de la Société d'exploitation des ressources de la vallée, pour parler du milieu forestier matapédien. Pour la Serve, il se passe plein de choses, en fait, en ce moment. Vous avez annoncé qu'il y avait un quota de 20 000 entailles d'une érablière qui allait être octroyée sous peu. Peux-tu nous en dire davantage? En fait, l'organisation a obtenu un quota de 20 000 entailles sur terre publique là, dans le secteur de Sébec, sur la seigneurie du lac Matapédia. Ben, en fait, sur les TNO, je devrais dire, là, du lac Matapédia, là, tout près dans le secteur de Sébec. Donc, c'est un quota qui a été octroyé par la Fédération des producteurs acéricoles sur terre publique. On est présentement là, à faire l'analyse là, de tout ça pour regarder quelle technologie utiliser là, pour exploiter ces 20 000 entailles-là. Donc, on est aussi, comme de raison, là, dans le montage financier, donc regarder là, exactement quels investissements sont à faire, comment on peut rentabiliser ces investissements-là. Donc, on est vraiment à ce niveau-là. Donc, avec ces entailles-là, la Serve devient propriétaire d'une cabane à sucre, en fait. Est-ce que c'est seulement pour produire du sirop d'érable puis le donner à la Fédération ou vous allez vraiment
exploiter plus grand, en fait, puis peut-être faire une cabane à sucre là, pour monsieur, madame, tout le monde? Évidemment, évidemment là, le but de l'organisation présentement, c'est d'exploiter l'érablière de façon commerciale, c'est-à-dire faire du berry de sirop, du sirop en berry, et simplement le vendre par la fédération. Lorsqu'on parle de quota de sirop d'érable, il faut le passer par la fédération. Ça n'empêche pas, si tu fais des surplus, de pouvoir le transformer, le vendre sur le marché local. Mais ce n'est vraiment pas ce qui est visé par l'organisation. À court terme, ce qu'on veut, c'est vraiment rentabiliser ce 20 000 entailles-là de façon à pouvoir, par la suite, le passer peut-être à un autre niveau. OK. Ah, OK. Bien, merci de ces précisions. Par la suite, récemment, dans les médias, il est sorti un communiqué de presse que vous étiez quelques organisations à avoir demandé aux travailleurs de travailler avec vous, en fait, pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs-là. On sent une menace de grève aussi ça se parle dans la population. Comment la Serve va travailler, en fait, pour améliorer les conditions de travail tout en évitant la grève des travailleurs sylvicoles? En fait, il y a un regroupement de 7 organisations qui ont chacun de leur côté des travailleurs syndiqués, des travailleurs sylvicoles syndiqués. Donc, nos organisations, ce qu'on fait, on a sorti un communiqué, oui, évidemment, pour demander à nos travailleurs de se joindre à nous pour pouvoir négocier avec le gouvernement de meilleures conditions de travail. Ce qu'il faut comprendre dans le travail sylvicole, c'est que tous les taux, l'enveloppe de travail, l'enveloppe d'argent pour le travail sylvicole est gérée par Québec. Donc, il est déterminé par Québec. Les taux pour les traitements, donc il y a différents types de traitements dans le travail sylvicole. Les taux sont déterminés par une grille de taux, déterminée par le gouvernement, et nous, on doit travailler avec ces enveloppes-là. Donc, c'est une enveloppe qui est fermée. Évidemment, les travailleurs syndiqués ont des demandes syndicales, c'est tout à fait légitime. Donc, eux autres aussi, bien évidemment, ils veulent améliorer leurs conditions de travail. C'est ce que les organisations veulent également. Donc, on travaille à tous les jours, à longueur d'année, pour être capable d'améliorer ces conditions de travail-là. Mais dans le contexte actuel, si le gouvernement n'améliore pas les sommes, n'améliore pas les grilles de taux, c'est difficile à ce moment-là de pouvoir répondre positivement aux demandes du syndicat. Ouais. Évidemment, ce qu'on pense que si les travailleurs syndiqués avec les employeurs, on peut travailler au niveau du gouvernement, on peut avoir des belles réussites. Donc, et si tous ensemble, vous travaillez vers le même chemin, ça risque d'avoir plus de poids aux yeux du gouvernement que d'être chacun de votre côté. Bien, c'est ce qu'on croit, il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble auprès du gouvernement. Il faut tenter de le convaincre, l'expliquer réellement quelle est la situation des travailleurs. Les travailleurs travaillent en forêt, souvent à une certaine distance. Oui. Parfois, les taux, souvent, présentement, c'est la problématique, là, les taux qui ne reflètent peut-être pas nécessairement ce qui devrait être payé là, pour les travaux. Okay. Mais ça fait en sorte présentement que, les travailleurs réclament davantage et nous, on le comprend, mais il faut le travailler ensemble parce que seul on n'y arrive pas présentement. Est-ce que vous sentez une ouverture de la part des syndicats et des associations de travailleurs pour travailler main dans la main avec vous? Écoutez, je n'ai pas reçu de nouvelles à l'effet là, que le syndicat ne voulait pas travailler avec nous et je n'ai pas eu l'inverse non plus. Okay. Donc, possiblement que les travailleurs vont se manifester à un moment donné, là, probablement. Donc, un dossier à suivre. Un dossier à suivre. Et récemment, en fait, le mois dernier, au début du mois, vous êtes la Serre, vous êtes propriétaire d'une entreprise sur la Côte-Nord. Puis vous avez fait une sortie publique, en fait, concernant l'assurance-emploi. Est-ce que nous, ici, premièrement, peux-tu nous faire un petit résumé du contexte là, du trou noir de l'assurance-emploi pour ces employés-là? Puis est-ce que nous, dans la Matapédia, ça nous touche aussi, ce trou noir-là de l'assurance-emploi? Bon, la problématique qu'on a, il y a certaines régions... commençons par le début. Les régions de référence pour déterminer le nombre de prestations que les travailleurs ont droit sont très grandes. Okay. Et le taux de chômage étant bas au Canada, étant bas au Québec, fait en sorte que les travailleurs, présentement, doivent faire plus de semaines pour avoir moins de semaines de prestations. Donc, plus de semaines de travail, moins de semaines de prestations. Okay. Cela dit,
il y arrive dans certaines régions, notamment comme en Haute-Côte-Nord, où, si on prend Forestville et les environs, où est située notre pépinière, le taux de chômage est relativement élevé, plus aux alentours de 13-14 %, alors que dans leur région de référence, le taux de chômage est à 5 %. Donc, vous voyez qu'il y a une distorsion. Oui. Donc, nos travailleurs là-bas font face à un manque de semaines de prestations dans ce qu'on appelle le trou noir. Cela dit, c'est différent d'une région à l'autre. Je vous dirais même de ton lieu de résidence. Une personne qui demeure ici et qui travaillerait sur la Côte-Nord pour le même nombre de semaines aurait droit à plus de prestations pareilles parce que c'est en fonction de leur résidence. Donc, il y a des distorsions dans le calcul. C'est le premier élément. Deuxième élément, on sait que le gouvernement fédéral a annoncé 10 millions pour cette année pour aider les travailleurs aux prises avec le trou noir. C'est un 10 millions donc, qui provient du fédéral. C'est 6,5 millions pour le Québec. 6,5 millions qui a été acheminé au gouvernement provincial. Et ça, c'est dans le but de faire de la formation à ces gens-là pour pouvoir avoir des prestations. Donc, les prestataires d'assurance-emploi, les travailleurs saisonniers de toute nature, doivent suivre la formation, s'inscrire à de la formation pour avoir droit à des prestations supplémentaires pour essayer de combler un peu là, tranquillement le trou noir. Et ça, c'est à court terme. Évidemment, la formation, c'est bon et ce n'est pas bon. Dans le sens que, bien évidemment, les gens peuvent se former, ils peuvent aller... Ça fait boucher un trou, sans jeu de mots. Mais à quelque part, il faut pas non plus donner des formations à des travailleurs qui fait en sorte que les travailleurs ne font que changer d'emploi. Et là, on se ramasse avec des entreprises qui vont manquer de travailleurs et avec, autant dans certaines régions, il n'y a pas de travail l'hiver que l'été, on manque de main-d'œuvre. Donc, si on a 30 travailleurs chez nous, puis il y en a une dizaine qui se dirigent vers un autre emploi, nous, on doit en recruter 10 autres l'an prochain, et là, on a une difficulté. On va avoir de la difficulté aujourd'hui. Donc, vous voyez, les employeurs saisonniers, ils ne veulent pas perdre ces travailleurs-là qui ont une bonne formation quand même, qui ont développé au fil du temps une grande expertise. Il y en a que ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils travaillent là, pour notre entreprise. Donc, les autres entreprises saisonnières, dans le tourisme, dans les pêches, en forêt, ne veulent pas perdre leur travail. Donc, il y a une problématique là, au niveau du trou noir. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir, normalement, il y aurait des tables de travail. Il y a 4 grandes régions de référence au Québec qui sont touchées. Québec-Acadie, je crois. Et il devrait y avoir des tables de travail dans chacune de ces régions-là. 4 tables de travail qui vont réunir des travailleurs, des employeurs, des gens du politique, des gens du gouvernement provincial et on espère également des gens du fédéral. Le but, c'est de trouver des solutions à la situation du trou noir, à la situation de l'assurance-emploi et des situations qui sont pérennes dans le temps. Donc, qui peuvent contenir de la formation, bien évidemment, mais ce qu'on espère, nous, c'est que s'il y a de la formation, c'est que cette formation-là soit en collaboration avec les employeurs. Donc, avec les entreprises touchées, de façon peut-être de développer des formations pour améliorer améliorer vraiment le statut de l'employé au sein de son entreprise. Donc, est-ce que c'est vers là que ça va aller? On l'espère. Évidemment, est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles également? Ça reste à voir, ça reste vraiment à discuter. Et ces tables-là, c'est vraiment dans le but là, de trouver des solutions à long terme. Puis nous, dans la Matapédia, est-ce qu'on est touché par ça ou pas vraiment, vu notre taux de chômage puis notre région de référence, c'est pas le même cas là, qu'en Côte-Nord? C'est pas le même cas, mais il y a quand même des gens dans le domaine saisonnier, là, dans les domaines saisonniers, dans Matapédia puis Gaspésie même. Il y a quand même des gens qui font face à un trou noir. Ça dépend, et là, c'est très relatif, dans le sens que ça dépend du nombre de semaines que le travailleur a travaillé, et tout dépendant vraiment de son secteur. Et là, il peut avoir plus ou moins là, de semaines là, de trou noir. C'est des situations qui sont vraiment là, particulières à chacune des personnes. Ça dépend là, de sa situation, là, vraiment. Donc, encore une fois, un dossier à suivre de près parce que, évidemment, ça touche beaucoup de gens dans la région. Puis, on sent que c'est une problématique là, immense, en fait. Là.
Évidemment. La problématique, une des grandes problématiques de tout ça, c'est que l'ensemble des entreprises qu'on a sur le territoire et en région, maintenant, ce qu'on ne voyait pas avant, recherchent des employés. Oui. Donc, il y a un manque de main-d'œuvre. Et ça fait en sorte que les entreprises saisonnières également vont faire face grandement à cette situation-là. Évidemment, quelqu'un si les gens, normalement, veulent travailler davantage à temps plein. Donc, si les gens se dirigent tous vers du travail à temps plein, ça risque de causer des distorsions pour les entreprises qui ont besoin de travailleurs saisonniers. Et là, on parle, dans la région, notamment du tourisme, on parle de l'agriculture, on parle de la foresterie. Oui. Donc, tout un beau casse-tête à venir avec les générations futures. On est moins, les jeunes, on est moins populeux que... Donc, oui, ça va laisser beaucoup d'emplois vacants, j'ai l'impression. C'est le grand risque. Et parlons un petit peu de la Serve, en fait. Est-ce que tu peux nous faire un petit portrait pour rappeler aux gens qu'est-ce que c'est la Société d'exploitation des ressources forestières de la vallée? En fait, ça regroupe combien d'entreprises, combien d'employés, de propriétaires exploitants? Bien, l'organisation ici, c'est environ 175 employés, saisonniers permanents environ. Ça comprend les filiales. Donc, on est propriétaire de 2 pépinières. Okay. Donc, Sommival, Lac-au-Saumon et le Centre sylvicole Forestville à Forestville, okay. Donc en Haute-Côte-Nord. C'est 1000 propriétaires, membres environ. Et on fait des travaux, évidemment, là, en forêt publique, mais également beaucoup en forêt privée. Donc, des travaux d'aménagement. On est responsable de l'application du programme de mise en valeur de la forêt privée. Donc, l'idée, c'est d'aménager nos forêts, des forêts privées, la publique également, de façon là, à pouvoir extraire le plus possible là, de bois. Et on cultive la forêt, finalement. Oui. On est comme des agriculteurs, on cultive la forêt pour qu'elle grandisse plus vite et qu'on puisse mettre en marché plus de bois au bénéfice là, de l'économie. Et en terminant, en fait, ça va être votre Assemblée générale annuelle très bientôt. Si les gens veulent en savoir davantage, on les invite, dans le fond, à se présenter à votre Assemblée générale annuelle. Puis c'est surtout les membres qui sont présents, mais tout le monde peut y assister. En fait, l'ensemble des membres sont invités. Oui. Donc, l'Assemblée annuelle qui va commencer vers la fin de l'après-midi, comme habituellement. Particularité cette année? Oui. Donc, c'est dans la journée du 3 mai. Particularité, en après-midi, de 14 h, nous allons inviter l'ensemble des propriétaires forestiers qui sont membres de l'organisation à venir discuter avec nous. Oh. Donc, on va faire une après-midi de table de travail, de discussion. On veut connaître l'opinion de nos propriétaires, on veut connaître l'opinion en rapport à l'organisation, en rapport aux travaux, plein de choses. Donc, c'est la première fois qu'on le fait. Donc, on fait vraiment une après-midi avec nos propriétaires de façon à avoir leur opinion là, sur différents sujets. C'est bien. Donc, c'est un rendez-vous le 3 mai pour votre Assemblée générale annuelle. Puis, on pourrait se revoir, en fait, pour parler des résultats de cette consultation avec vos propriétaires membres. Ça pourrait être très intéressant de faire un point là-dessus. Donc, on vous remercie beaucoup, Monsieur Landry, de votre temps ce matin. Merci. Merci beaucoup. On profite de la semaine de l'Action bénévole pour rencontrer Alexis Daoud-Tremblay, organisateur communautaire au 6 Bas-Saint-Laurent, pour vous présenter comment faire pour s'impliquer dans les conseils d'administration des organismes matapédiens. T'es là parce que t'es le spécialiste des conseils d'administration, des règlements généraux, des AGA, de tout, de la communauté communautaire de la Matapédia. La communauté communautaire, c'est bon, je la garde en note si ça te dérange pas. Ouais. Oui. Donc, Alexis, peux-tu nous faire un résumé, en fait, de qu'est-ce que ça peut impliquer pour une personne d'être sur un conseil d'administration d'un organisme ou d'un club sportif de la Matapédia? Donc, Émilie, commençons par spécifier, dans le fond, un organisme, là, tu sais, on parle, là, c'est la semaine de l'Action bénévole, en effet, et les organismes en santé et services sociaux, souvent, font leur assemblée générale fin du mois de mai, début du mois de juin, parce qu'il y a des questions de bailleurs de fonds, mais il y a des organismes qui font leur assemblée générale tout au cours de l'année. Ça dépend
moment de la fin de leur année financière, de la fin de leur activité. Exemple, un club de soccer va possiblement faire son année financière à la fin de la saison, qui sera pas la même chose. Elle sera possiblement pas au mois de mars, à la fin de la saison. T'sais, il y a des choses comme ça. C'est un exemple que je donne comme un autre. Là. Fait que dans le fond, pour être administrateur sur un conseil d'administration, parce que, bien évidemment, on peut être bénévole sur plein de choses dans un organisme. Il n'y a pas juste au niveau d'un conseil d'administration. Mais un conseil d'administration, qu'est-ce que c'est? C'est que, dans le fond, être membre d'un organisme, il y a beaucoup d'organismes qui ont un nombre important de membres. Tu sais, si on est 70 membres, ben la corporation appartient à l'ensemble de ses membres. En théorie, toutes ces personnes-là sont intéressées. Je dis ça appartient, là, pas financièrement, entendons-nous, là, mais la corporation est là pour ses membres et donc ces membres, eux autres, ont un intérêt pour la corporation. Mais gérer une corporation à 70 personnes, c'est plus compliqué. On va dire ça comme ça, tu sais, pour être poli. Donc, l'idée, c'est de dire, on prend un conseil d'administration et on élit des gens pour gérer au nom de tout le monde la corporation qui a une mission qui intéresse ses membres. Donc, c'est ça, un conseil d'administration, c'est de gérer la corporation pour, dans le fond, arriver à répondre à un plan d'action, répondre à qu'est-ce que la mission de l'organisme en tant que tel. Je pense qu'il faut différencier deux types d'organisations. Il y a des organismes qui n'ont pas d'employés ou très peu d'employés, des organismes qui ont des employés. C'est certain qu'un organisme qui n'a pas beaucoup d'employés, les administrateurs vont possiblement être plus impliqués dans des tâches quotidiennes, des choses comme ça, alors qu'un organisme qui aurait des employés, lui, normalement, on délègue des tâches à la personne qui fait le travail pour lequel elle est rémunérée. Donc, c'est là où il peut quand même y avoir une différence. Fait que dans le fond, les administrateurs vont être là, ils vont avoir un titre de gérer la corporation. Fait que si on prend un organisme, mettons, avec une ressource, là, ce qui est plus... donc, dans le fond, le conseil d'administration est là pour s'assurer on va s'assurer de la bonne gestion de l'organisme. Donc, eux autres vont mettre en place des procédures de vérification, des processus de contrôle. Puis là, quand je dis contrôle, c'est pas... il y a toujours une fine ligne, directrice d'un organisme, c'est ce que je veux dire. Il y a toujours une fine ligne entre... C'est normal d'avoir une vérification parce qu'il faut s'assurer que la mission de l'organisme est répondue et que, dans le fond, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de vol. C'est déjà arrivé, comme dans des compagnies privées. C'est pas pire, c'est pas moins. C'est pas pire, c'est pas plus. Mais c'est que, dans le fond, on met en place certains processus de contrôle tout en restant les gens faire leur travail. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est pas faire de ce qu'on a dit de l'ingérence dans les choses. C'est, mettons, la personne, c'est une personne qui est trésorière. Puis elle veut voir les comptes avant pour s'assurer que les dépenses ont été faites correctement pour arriver au CA et le voir. Ben, c'est correct, mais il y a une différence en dire, je vais venir 2 jours avant le CA, j'aimerais ça que tu me montres les comptes, voir les factures, etc., etc. Ça, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans son rôle de trésorier, c'est très gagnant. Mais quelqu'un qui arrive n'importe quand en disant « Salut, montre-moi les comptes », ben la personne en question, la directrice, etc., elle peut avoir d'autres choses, elle peut avoir une autre tâche à faire, et là, on vient un peu nuire à la mission de l'organisme à répondre aux besoins. Fait que c'est là où, comme administrateur, on a un pouvoir en tant que conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui prend les décisions. Comme administrateur tout seul, on n'a pas de pouvoir en tant que tel, à moins qu'on se soit fait donner un mandat. Donc, c'est important de spécifier ce petit détail. Donc, ces gens-là, un conseil d'administration, normalement, en moyenne, là, puis tu sais, ça dépend toujours du type d'organisme. Ça peut se réunir une fois par mois, peut-être, là, tu sais, en moyenne, dépendamment de la grosseur de l'organisme, dépendamment des types d'activités. Tu sais, je prends l'exemple de mon club de soccer de tantôt. Ben, peut-être qu'au mois de décembre, ça vaut pas vraiment la peine de se rencontrer si on fait pas de soccer intérieur, tu sais. Fait que c'est pas la même chose. Ils se rencontreraient pas... Il n'y aura pas des rencontres à tous les mois. Ils vont peut-être en avoir 8 en 4 mois, puis après ça, ça va être fini. Tu sais, tout dépendant du type d'organisme, tout dépendant des tâches qui sont attendues aussi des bénévoles. Puis ça ne veut pas dire nécessairement que toutes les responsabilités relèvent uniquement du conseil d'administration. On peut aller chercher, bien évidemment, d'autres bénévoles pour venir faire des tâches. Là. Dans un organisme de 70 personnes qui auraient de l'intérêt dans la mission X, bien, ça ne veut pas dire qu'on a 6 personnes puis les 64 autres font comme « Hey, bonne chance, on s'en va dans un an. » C'est pas ça l'idée, là. Donc, concrètement, comment on fait, en fait, pour s'impliquer sur un conseil d'administration? Pour s'impliquer sur un conseil d'administration, il faut être élu. C'est un processus démocratique dans le même type que les conseils municipaux, dans le même type que... sauf que la plupart des organismes fonctionnent par des élections en rotation.
Ce qui veut dire que, mettons, il y a 7 sièges d'un conseil d'administration, il y a 4 sièges qui sont une année, puis 3 sièges qui sont élus l'autre année. Donc, c'est la peut-être différence. Quand je dis que c'est élu par même d'un conseil, c'est que, dans le fond, les gens vont avoir une élection, doivent se présenter à l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale, on a une période qui est la période d'élection. À ce moment-là, le nombre de sièges en élection est présenté. Les modalités d'élection sont présentées. C'est important de spécifier parce que chaque corporation, en vertu de leurs règlements généraux, ont leur propre manière de fonctionner. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des corporations qu'il faut déposer d'ici le début de l'Assemblée un formulaire signé par 2 membres pour dire qu'on aurait le goût d'être... alors qu'il y en a d'autres qui sont plus dans la formule classique de dire on ouvre une période de mise en candidature, les gens se proposent. Si on a plus que 4 personnes, s'il y a 4 sièges en élection, on va en élection et là, on fonctionnera avec scrutin secret. Ça, c'est la méthode plus facile, mais pas plus facile, mon erreur, plus populaire ou plus habituelle. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres approches et qui sont tout à fait correctes aussi. Mais pour s'impliquer sur un conseil d'administration, la première chose, ça serait de contacter l'organisme et de s'informer, d'un, s'il y a des sièges vacants, et de 2, c'est quoi la procédure pour s'impliquer dans cet organisme-là. Et spécifions qu'il y a des organismes pour tous les goûts. Quelqu'un qui veut s'impliquer en culture, il y aura des organismes culturels, comme par exemple Télévision communautaire, qui est un organisme culturel, ou Mordicus, ou d'autres organismes. C'est des organismes sportifs. Il y a tous les cours ou les groupes sportifs, les clubs ont à peu près tout un conseil d'administration. Donc, donc, il y en a pour tous les goûts. S'il y en a qui veulent travailler au niveau des personnes âgées, il y a des organismes, des résidences qui vont chercher des gens. Des résidences, je parle plus à des résidences gérées par des corporations, bien évidemment. Mais donc, ça dépend de la première question, en fait, à se poser, c'est quelle cause m'intéresse si on veut s'impliquer dans un conseil d'administration. Puis après ça, contacter l'organisme en question pour voir quel est le fonctionnement si on n'est pas déjà impliqué. Puis ensuite, se rendre à la GA si on veut être élu sur le conseil d'administration. En effet, normalement, il faut se rendre à l'Assemblée générale et se présenter. Dans un monde idéal, même, il y a des gens qui se font proposer. Fait qu'on peut se trouver des amis. C'est toujours en même temps. On brise l'isolement, c'est gagnant. Oui. Mais si des fois, il arrive un moment où, écoute, on peut vraiment pas y aller, souvent, il existe une procédure de pouvoir envoyer une lettre à l'avance en disant, moi, j'aimerais faire partie du conseil d'administration. Mais bien évidemment, il faut que vous ayez parlé à ce moment-là à la direction ou à des gens dans l'organisme parce qu'on peut pas arriver à envoyer une lettre de même. Pourquoi j'ai une lettre de Alexis Tremblay qui dit « Je fais partie de l'organisme », il m'en a jamais parlé. C'est sûr qu'on encourage les gens, bien évidemment, à parler aux organismes avant. Oui, puis surtout, d'y aller avec son champ d'intérêt, en fait, pour pouvoir s'impliquer puis donner du temps où, pour nous, ça compte vraiment. De base, un membre d'une corporation, d'un organisme, c'est quelqu'un qui est intéressé aux actions et à la mission de l'organisme. Ouais. Donc, si on veut devenir membre d'un organisme et on n'a aucun intérêt dans l'organisme en question, pourquoi qu'on devient membre de cet organisme-là? Ultimement, il faut qu'on ait un intérêt, tu sais. Oui. Fait que de base, c'est quoi notre champ d'intérêt? C'est quoi nous, on veut faire? Puis par la suite, après ça, on s'investit dans des organismes qui nous intéressent. Oui. Donc, il y a plus d'une trentaine, même, voire 40 organismes dans la Matapédia qui, si on compte les clubs sportifs, ça monte au-delà de 60, là, qui cherchent peut-être des bénévoles en ce moment. On va en profiter parce que c'est la semaine de l'Action matapédienne pour remercier tous ces gens qui donnent du temps aux organismes communautaires. Toi, t'en côtoies beaucoup. Je sais pas si t'as un petit mot porteur, un petit remerciement à leur faire. Moi, j'aimerais féliciter tout le monde qui s'implique. Peu importe on va parler des administrateurs, mais également tout plein de bénévoles qui donnent du temps, que ce soit 2 heures, que ce soit 2 jours. Je veux dire, l'important, c'est les gens qui s'impliquent là. Il y a des études qui ont sorti l'impact de l'action bénévole sur l'économie. Si c'était payé au salaire minimum, à quel point ça coûterait cher. Fait que ces gens-là sont un moteur important de vitalité, peut-être pas de vitalité économique, mais de vitalité matapédienne. C'est une vie communautaire, c'est quelque chose de fantastique. Ces gens-là, c'est des gens qui sont excessivement généreux de leur temps, excessivement généreux de leur personne. Puis on les remercie chacun et chacune d'entre eux. Merci. Et Alexis, en terminant, je sais que tu as fait un petit sondage là, pour te préparer aujourd'hui à notre rencontre. Il y a des organismes là, qui sont en besoin de gens sur leur conseil d'administration qui vont avoir leur AGA dans les prochaines semaines. Est-ce que tu peux nous les nommer?
Bien, j'ai fait un sondage, c'est pas un sondage qui est très exhaustif, là. J'ai 3 organismes. Non, mais, tu sais, puis on s'entend, parce que là, on a juste nommé les gens qui ont des sièges vacants au conseil d'administration. Bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est un processus qui est démocratique, donc les gens peuvent s'impliquer dans tous les organismes et se présenter. Cependant, moi, je voulais pas me positionner contre les conseils d'administration ou dire, hey, il faudrait tasser des gens, fait que on s'est pas embarqué là-dedans. Moi, j'ai 3 organismes sûrs qui ont des sièges vacants ou qui auront des sièges vacants au niveau de leur assemblée générale. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par la cause féministe, le Centre de femmes de la Vallée aurait 2 sièges vacants au niveau de leur prochaine assemblée générale. Donc, bien sûr, si vous êtes une femme intéressée au niveau des actions féministes, on vous invite à contacter le Centre de femmes. Également, au niveau des Amiram, actuellement, il y aura un siège au niveau vacant. Les Amiram, qui est un organisme au niveau des personnes handicapées. Oui. Et également, on sait que le camp musical a un siège réservé pour les parents de campeurs. Donc, il faut avoir un enfant qui va camper cette année, là, mais il y a un siège réservé. Donc, on vous invite à contacter là, la coordonnatrice ou la directrice pour vérifier si vous êtes admissible pour ce siège. Mais comme je disais tantôt, il y a tout plein d'autres organismes qu'on n'a pas contactés. On parle des clubs sportifs, mais il y en a aussi, tu sais, les clubs d'âge d'or, les Marie-Reines, etc. de ce monde, ben c'est tous des organismes qui ont aussi un conseil d'administration et qui ont peut-être des besoins. Fait que c'est là, on parlait de 60, mais d'après moi, on a au-dessus de 200 organismes. Et écoute, je dis 200, puis on me dirait qu'il y en a 600, puis je serais pas surpris. Là. OK, en comptant les clubs sociaux. En comptant les clubs sociaux, il y en a pour tous les goûts. C'est juste de trouver ce qui nous intéresse le plus. Bien, merci beaucoup, Alexis, puis bonne semaine de l'Action bénévole. Bien, merci, Émilie, et bonne semaine d'Action bénévole à tout ton CA. Bien, merci. On rencontre Jean Rabouin du comité culturel du Centre multifonctionnel de Lac-au-Saumon qui nous fait découvrir cette toute nouvelle salle dans la Matapédia et qui nous présente les activités à venir. Donc, merci de nous accueillir dans ce tout nouveau lieu, revampé, l'église revampée en salle multifonctionnelle. C'est un gros projet que la municipalité a mis de l'avant. Vous, le comité culturel, en fait, vous êtes en charge de faire une programmation pour la population. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la composition du comité? Qui êtes-vous là-dessus? Bien, moi, je suis le président du comité. On a, j'espère que j'oublierai personne, on a Michel Chevary, qui est le président de la Fête des guitares depuis cette année, qui est sur notre comité. On a Rachel Leblanc, qui représente la SLD. Okay. On a Véronique Gauthier, qui est notre lien direct avec la municipalité, parce qu'elle travaille à la municipalité. On a Francis Saint-Laurent, qui s'occupe avec moi du côté musical, si vous voulez, des spectacles et tout ça, prise de son, tout ça. Et ensuite, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Je pense pas là. Non, je pense que... Parfait. Donc, plusieurs habitants de Lac-au-Saumon, en fait, qui ont voulu s'impliquer dans la vie culturelle du centre multifonctionnel. C'est exact. En fait, il y a plusieurs personnes qui sont là maintenant, qui étaient là dans le comité qu'on appelait le comité 100 000, qui était là pour ramasser 100 000 $. Il y a eu une vente de billets, il y a eu un souper organisé, tout ça, pour l'ouverture. Et il y a des membres du comité 100 000 qui est resté pour continuer avec le comité culturel. Le mandat, en fait, que la municipalité a donné au comité culturel, c'est de faire une programmation de... Oui, en fait, c'est d'organiser des événements. OK. Des événements de toutes sortes, en fait. Ça peut être des spectacles. Jusqu'à maintenant, on a eu un spectacle avec la collaboration de Damkoui, Mordicus, avec Michel Coutu, Paul Darèche. C'est possible qu'on ait à chaque année peut-être 1 ou 2 collaborations avec Mordicus pour organiser des spectacles de plus grande envergure. Comme ça, parce que tout seul, on n'est pas capable de faire... on n'est pas organisé pour ça. Oui. Donc ça, c'est possible. Maintenant, nous, le comité, comme tel, on va organiser des événements, disons, plus modestes, qui s'adressent à la Matapédia, évidemment au village, c'est sûr, à la municipalité, mais où tous les gens de la Matapédia sont invités. Donc, par exemple, notre prochain spectacle, Torvis, qui s'en vient pour le 5 mai. Donc, c'est un spectacle de musique traditionnelle québécoise où tout le monde est invité là, dans la Matapédia. Et évidemment, on fait ça pour un peu faire la fête. Nous autres, ce qu'on voudrait, c'est que le comité s'occupe d'organiser des événements festifs, donc où les gens participent, dansent, s'amusent, prennent un petit coup parce qu'on a un bar.
Avec modération, évidemment. Oui, évidemment. C'est sûr, ça va être marqué, là. Alors, c'est ça. Donc, nous, on s'occupe de ça. Maintenant, combien d'événements il va y avoir par année? Le conseil municipal nous a demandé d'organiser de 3 à 4 événements par année. C'est pas beaucoup. Non. C'est pas beaucoup, mais on n'est pas nécessairement limité à ça. On nous a dit que si on réussit à faire des choses où on a des profits, évidemment, il ne faut pas mettre le conseil municipal, disons, en perte à chaque fois. Oui. Donc, il faut s'organiser pour faire au moins un peu de profit. Parfait. Là, on pense, j'ai suggéré au maire en fin de semaine, je vous dis ça comme ça, là, on pense organiser peut-être un souper annuel, un peu comme le fait la télévision communautaire. Moi, j'étais là un certain bout de temps. Oui. Et le fait la fête de la guitare aussi, en fin de semaine, justement. Oui. Alors, on pense, moi, j'ai suggéré ça, qu'on fasse un souper annuel qui serait peut-être à l'automne. Mais là encore, c'est mon idée, là. Ça n'est pas discuté encore au conseil, mais au comité, je veux dire, ni au conseil. Donc, mais personnellement, je pense que ce serait une chose intéressante à faire. Pour, justement, si on a des pertes durant l'année, essayer de renflouer avec un souper. Puis là, le maire a suggéré un souper saucisse et bière. Ça serait pas mal. Hein? Donc, à suivre, on verra. Probablement qu'on aura une entrevue pour parler de ce super souper annuel. J'espère bien. J'espère bien. Donc là, dans le fond, vous allez clôturer la saison, en fait, pour l'été. Votre mandat, le comité, vous en avez parlé tantôt. Le 5 mai, il y a le spectacle de Torvis. Pouvez-vous nous donner un petit peu de détails? C'est à quelle heure les billets sont en vente où? Oui, donc c'est à 8 heures, de 8 à 10. OK. Peut-être 10 et demi, on verra. Les billets sont à 15 $. C'est un prix, je pense, assez populaire. Là. Oui. Voilà. Donc, c'est une soirée festive, encore une fois. C'est un groupe qui est très... Où l'accordéoniste qui s'appelle Robin Servant, qui est reconnu, en tout cas, qui est un accordéoniste qui donne des cours, qui est un grand performeur, là, qui est un animateur aussi, de foule. Donc, on s'attend à avoir du fun. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, les gens vont pouvoir danser, faire des... disons, c'est de l'animation. Il y a beaucoup d'animation. OK. Donc, c'est une soirée... Chaises, là, Oui, il va y avoir. On va mettre quand même des tables, des chaises, mais plutôt vers l'arrière ou à partir du centre, pour que les gens fatigués ou s'il y a des gens plus âgés qui ont le goût de venir, bien, qu'ils puissent se reposer, s'asseoir avec des amis autour d'une table. Il va y avoir des chaises libres aussi. Donc, il y aura des chaises disponibles s'il y en a. En tout cas... Les gens vont pouvoir s'asseoir s'ils veulent. OK. Mais les gens vont pouvoir se mettre à l'avant. Voilà. Et puis, si je peux rajouter, on a un projet de théâtre aussi. Avec, vous alliez me le demander, je pense que c'est ça. Un projet de théâtre. On n'a pas la date définitive encore. On voulait le faire au mois de mai, justement, mais là, on attend encore. C'est encore un petit peu en suspens. Ils vont venir, c'est sûr. La troupe Au gré du vent, là, de Saint-Damas, qui va venir présenter 2 pièces de Bertrand B. Leblanc. Oui. En fait, 2 extraits de pièces. Oui. Une première partie, une deuxième partie. Une pièce en premier, une pièce en deuxième. Oui. Voilà, donc ils ont travaillé en conséquence. Donc, on est bien content de les avoir. J'ai hâte d'avoir la date précise pour pouvoir l'annoncer. D'ailleurs, on est sur le frein. Là. Okay. On a un site, d'ailleurs, c'est-à-dire une page Facebook. Ah oui? Une page Facebook où les gens peuvent suivre nos activités. Oui. Et ça s'appelle le Centre multiculturel de Lac-aux-Saumons. OK, parfait. Alors, si vous mettez ça dans votre petite fenêtre de recherche, Facebook, vous allez tomber sur notre site, notre page, c'est-à-dire où les événements sont annoncés. Parfait. Oui. Alors, aussitôt qu'on va le savoir, je vais peut-être le savoir aujourd'hui, d'ailleurs. on a essayé de faire des téléphones tout à l'heure pour avoir une réponse pour vous. Et puis, finalement, on n'a pas réussi à... Il manque une personne, là. C'est ça, alors... Donc, des spectacles de musique, du théâtre. Il peut y avoir des conférences aussi qui peuvent se donner ici. Donc, aucune idée de ce qui va se passer à l'automne? Avez-vous des projets de spectacles déjà d'entamer? Bien, je vous parlais du souper tantôt. Oui. Moi, je le verrai bien à l'automne. Maintenant, des spectacles, oui, on va travailler là-dessus. Personnellement, moi, je vais le faire au niveau de la musique. Mais les membres du comité aussi peuvent proposer des choses. Okay. C'est sûr, moi, je ne suis pas tout seul là-dedans. Là. Oui. Et puis, j'ai bien beau avoir des idées, mais il faut que je les amène au comité. Et puis, il faut qu'ils soient acceptés. S'ils sont acceptés par le comité, il faut que je les envoie au conseil municipal pour qu'ils acceptent eux aussi. Donc, c'est une procédure, disons, dans les circonstances assez normales. Oui, tout à fait.
Donc oui, j'ai des idées. J'ai des idées pour des spectacles un peu plus gros aussi. Mais encore là, ça dépend toujours des autres. Moi, je vais les proposer, puis on va voir. J'aimerais bien avoir des gens du Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup d'Acadiens ici. Donc, j'aimerais bien avoir des groupes acadiens. J'aimerais bien célébrer un peu ce groupe qui est très important pour le village. Nos racines, oui. Oui, c'est ça. Donc, pour la municipalité, avant, il y avait les rangs qui étaient séparés du village. Et maintenant, c'est une communauté entière. Donc, beaucoup d'Acadiens, justement, ont pris les terres. Et maintenant, bien, ça fait partie de la municipalité. Tout le monde est ensemble. Donc, il faut célébrer. C'est pas pour rien que le drapeau acadien flotte un peu partout dans le village. C'est vrai, c'est vrai. On oublie, hein, ça. Oui, c'est important. Ouais. Donc, on veut célébrer ça. Moi, c'est important. Je ne suis pas acadien, mais, c'est quand même. C'est les racines du village. Donc, il faut tenir compte de ça. Tout à fait. Oui. Si la population a des idées à vous soumettre au comité, comment ils peuvent procéder? Exemple, moi, je pense que tel artiste, tel groupe, ça serait bien d'avoir ça ici. Ils peuvent procéder de quelle façon pour vous rejoindre? Ils peuvent soit rejoindre la municipalité, ou je peux vous donner mon numéro de téléphone. Jean Rabouin, 631-45-94. 631-45-94. Vous allez probablement le marquer en bas. C'est une bonne idée. Alors, oui, ils peuvent communiquer avec moi. Bien sûr qu'on prend des idées. Oui. Bien sûr, c'est sûr. Même des gens de la région. On veut aussi produire des gens. Vous savez, notre premier groupe, le vient de Rimouski, c'est à côté, là. Donc, on va prendre des gens peut-être de la Gaspésie, des gens d'ici. On n'ira pas puiser nécessairement à Montréal et à Québec, quoique ce n'est pas défendu non plus. Mais on va encourager des artistes de la Matapédia, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des gens de Matane, des gens de... Peu importe. Mais ça, c'est important pour nous aussi. Oui, très important. Parfait. Oui. Donc, on va suivre votre actualité, votre programmation qui sera dévoilée au grille du vent sur votre page Facebook. Oui, certainement. Et puis, cet été, on va travailler. Personnellement, moi, je vais le faire pas mal tout l'été pour essayer d'organiser ça pour l'automne, pour qu'il y ait quelque chose de vivant qui se passe ici. C'est une magnifique salle. On a eu, par exemple, la présence d'un monsieur qui est venu de Rimouski pour nous faire une proposition pour l'éclairage, parce qu'on n'a pas d'éclairage encore, mais on va en avoir. Et il a regardé ça, puis justement, il a regardé l'acoustique, parce qu'il y a eu de l'argent dépensé pour l'acoustique de la salle, et il a dit, mon Dieu, vous avez une salle merveilleuse. Puis M. le maire qui était là, il dit, c'est probablement une des plus belles de la région. Il dit, non. Il dit, vous pouvez agrandir le cercle. Il dit, des salles comme ça, en bas de Québec, il n'y en a pas tellement. Ça fait que... Il faut l'utiliser. Il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier, puis il faut que les gens de la Matapédia, pas juste les gens du lac, les gens de la Matapédia viennent nous visiter, viennent voir ça. Ça nous appartient, c'est à nous autres. Donc, profitez-en. Nous autres, on va essayer de mettre de la vie là-dedans le mieux qu'on peut. Parfait. Merci beaucoup, M. Rabouin. Ça me fait plaisir. Au revoir. Madame Lynne Allard, membre du comité organisateur des Bontés divines, est passée nous voir en studio pour nous présenter les 2 conférencières qui seront présentes lors des prochaines Bontés divines qui auront lieu jeudi, le 3 mai. Tu nous parles de la prochaine soirée des Bontés divines qui va avoir lieu le 3 mai. Mais avant de nous dévoiler qui sont vos conférenciers, j'aimerais ça que tu nous rappelles un petit peu, c'est quoi les Bontés divines? D'où ça part, ce type de soirée-là? Bon, les Bontés divines, c'est Christine Michaud qui a fondé ça en 2004. OK. Ça part de la doctrine de sa grand-mère qui lui disait toujours faire le bien, apprécier le bon et voir le beau. Wow. Alors, elle a fondé un mouvement pour inviter des gens à partager sur différents sujets, mais dont la racine, c'est la doctrine. OK. Fait qu'il faut toujours que ça fasse du bien, qu'on ressorte de là avec un enseignement peut-être. Hein? Les gens qui vont là... Ou de voir des choses autrement. Ça coûte 10 $. Oh! Ça coûte 10 $ et c'est le même prix partout au Québec. OK. Mais les argents recueillis, on doit les donner dans un organisme dans notre région. OK. Alors, c'est à but non lucratif. Les conférenciers ne sont pas payés. Il n'y a personne qui est payé. Il n'y a rien on ne paye pas les frais de déplacement, rien. C'est vraiment du bénévolat pour tout le monde. OK.
Fait que l'argent qu'on recueille va vraiment à des organismes ici dans la région. Puis ici, vous avez choisi d'aider quel organisme avec vos profits? Bon, on en aide plusieurs. Le 3 mai, ce sera la Maison Éclosion à Cosapiscal. On aide la Maison des familles, on a aidé le camp musical. Vous pouvez nommer à peu près tous les organismes on donne dans la région. Puis souvent, ce sont les conférenciers qui vont choisir un organisme à laquelle ils tiennent. OK! Fait que ça aussi, c'est intéressant. Ben oui! Oui. Fait que par leur conférence ou leur témoignage, ben ils viennent aider un organisme ici. Wow! Fait que ça a un but très noble en plus pour la communauté puis pour les gens qui vont participer à chaque soirée. Oui. Ça fait grandir Exactement. tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde en profite. Parfait. Et allons plus précisément vers le 3 mai. À ce moment-là, vous recevez qui pour l'édition du 3 mai? Bon, en général, on a toujours 2 conférenciers. On a encore 2 conférencières, mais cette fois-ci, ça va être plus des témoignages que vraiment des conférences. La première, ça va être Madame Ghislaine Carrier. Madame Carrier, elle est peintre, elle est écrivaine. Elle est copropriétaire aussi du Centre d'art Marcel Gagnon, dont elle partage la vie. Wow! OK! Le titre de sa conférence, ça va être « De Compostelle à donneur vivant ». OK. Madame Carrier a fait le chemin de Compostelle et ça va sûrement nous amener, tranquillement, pas vite, vers le don qu'elle a fait. OK. C'est pas évident de donner de son vivant. Elle a donné un rein. Wow! OK. Alors, c'est ce qu'on va découvrir durant son témoignage. Qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette décision qui n'est pas nécessairement une décision facile? Non. Wow! Oui. Et notre deuxième conférencière, que beaucoup de gens connaissent, Céline Raymond. OK. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Céline Raymond, elle est coordonnatrice à Cosmos, Matapédia. Elle a aussi été directrice d'école pour la commission scolaire ici. Oui. Le titre de sa conférence, ça va être « Quand les hommes vivront d'amour ». Oh, c'est inspirant. Je vais vous expliquer un petit peu, mais je vous dis tout de suite en partant, ce ne sera pas une conférence triste, parce que Céline est une femme très vivante et joyeuse de nature. Elle est la sœur de Sonia Raymond, qui est décédée tragiquement en 1996, comme beaucoup de gens savent. Oui. Elle va revenir un petit peu là-dessus, mais elle va surtout nous parler du procès. Elle va aussi nous parler, durant toutes ces années, son cheminement, ce que ça a laissé comme trace, comment ça l'a fait évoluer, et au niveau de la famille aussi. Elle va nous parler aussi du témoignage que la famille a pu faire. C'est plus un hommage avant avant que le juge donne son verdict. Ah, OK. Ils Oui. ont eu un droit de parole. La famille a eu droit de parole et ils ont fait un hommage. Wow. Et ce qui est très important pour cette soirée-là, que le message que Céline veut passer, elle va surtout nous parler de son attitude d'amour durant tout le procès et comment ça l'a influencé et déstabilisé l'avocat de l'accusé. OK, wow! Fait que ça promet. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, on rappelle les détails techniques, là. C'est le 3 mai. Le 3 mai, de 19h à 21h. OK. Ça se passe en haut de la captive. OK. Et ça coûte 10 Et ça coûte 10 $. Parfait. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, y aura-t-il une prochaine édition avant l'été ou les Bontés divines, ça prend une pause? Les Bontés divines, on en a 4 par année. Ah, OK. Fait que la prochaine va être en septembre. D'accord. Après ça, novembre, février. Et souvent, c'est fin avril, parfois début mai, dépendant de la disponibilité des conférenciers. OK. Bien, merci beaucoup, Lynn. Je vous remercie beaucoup. On se voit le 3 mai. Oui, sans faute. Merci. On rencontre Dimitri Boutelier, directeur technique adjoint du club de soccer Le Blizzard, qui nous présente les nouveautés pour la saison 2018.
Le club de soccer Le Blizzard a fait son AGA dernièrement et vous avez présenté beaucoup de nouveautés, en fait, pour cette année dans la Matapédia. Est-ce que tu peux nous faire un bref résumé des nouveautés qu'il va y avoir au club de soccer Le Blizzard cet été? Oui, alors les nouveautés, ça va être surtout le soccer de secteur, ce qu'on appelle. À partir de maintenant, les jeunes ne sont pas obligés d'aller directement à Amkoui pour jouer pour le Blizzard d'Amkoui. Chaque village va avoir sa propre entité, son propre club. Donc on a le village de Sébec. Le village de Valbriand va avoir le choix d'aller ou à Amkoui ou à Sébec selon leurs préférences. Amkoui, bien sûr, Lac au Saumon, puis Kozabskal. Chaque jeune doit s'inscrire dans son village, créer une équipe de village. Et ensuite de ça, si le jeune en veut plus, avoir un entraînement en plus par semaine et des fins de semaine de tournoi dans la ligue dite 3M, là, il pourra s'inscrire dans ce qu'on appelle la voie 3M et choisir de jouer pour le Blizzard d'Amkoui. Donc, encore une fois, c'est de U4 à U senior. En fait, c'est nouveau, ça, le senior, cette année. Hein? Vous essayez, à partir de 17 ans, d'inclure les adultes qui veulent jouer? Exact. Ce qui est ressorti, c'est qu'à partir de 16 ans, il va y avoir une ligue senior de soccer à 7 contre 7. Okay. Donc, il va y avoir une ligue qui va être à Amkoui, Matane, Montjoly. Et suite à ça, on va faire des sélections dans cette ligue. On va sélectionner à peu près une quinzaine de joueurs qui vont représenter une équipe senior dite 3M et qui vont aller jouer la Ligue A. Alors, pour les seniors féminins à confirmer, parce que malheureusement, on n'a pas d'adversaire. C'est pas que nous, on veut pas, mais qu'il n'y a pas d'autres clubs qui se présentent à date. Donc, je pense que l'équipe senior féminin, on peut l'emmener aussi sur des tournois. On va essayer de trouver des tournois à travers le Québec en senior féminin. Mais pour le senior masculin, c'est sûr et certain, il y aura une ligue. Et l'équipe senior masculin est aussi engagée dans la Coupe du Québec, la plus vieille compétition du Québec. Le tirage est tombé, on a été chanceux ou malchanceux selon on voit. On se déplace en fait dans un club de Montréal qui a fini deuxième du AAA l'année dernière, pardon. Donc voilà, c'est notre premier déplacement, mais si on arrive à passer ce gros obstacle, le deuxième tour contre un autre club de Montréal se jouera ici, dans la Matapédia. Oh! Donc, du soccer quand même de calibre à voir cet été dans la Matapédia. La saison du club de soccer Le Blizzard partout dans la Matapédia, ça commence quand? Si la neige nous laisse tranquille, on espère. On prévoit ça dans la semaine du 12 juin, le démarrage de toutes les pratiques. Donc, pour bien rappeler, le soccer de secteur, on est présent absolument partout. Les séances sont les mêmes. Faut pas croire que Amkoui va être favorisé par rapport à Kozabskal ou par rapport à Sébec. On va créer des cahiers d'entraîneurs. André Thomas, le directeur technique, comme moi, comme les stagiaires français qui vont venir, on va tourner à travers les secteurs chaque semaine. On sera sur un secteur. Et donc, les séances vont être exactement les mêmes. Ce qui va être appris à Amkoui va être appris à Sébec, va être appris à Kozabskal, à Lac au Saumon. Partout, les jeunes vont apprendre exactement la même chose. Donc, c'est très intéressant. Ça va créer un équilibre, en fait, partout dans la Matapédia, ce qui est très intéressant. Est-ce qu'il va y avoir des tournois dans la Matapédia cet été? Oui, ça commence dès le 5-6 mai. Ouais. On en parle pas mal, on continue d'en parler. On a un gros tournoi qui arrive le 5-6 mai. On a toutes les catégories, hein, ça part des plus petits jusqu'à un nouveau senior. C'est un tournoi 3M, donc on est à Amkoui, à l'Arena et à l'école Sainte-Ursule pour les plus petits. On est aussi à Matane et possiblement à Montjoly. Donc voilà, on a pas mal d'équipes qui se rajoutent. On a les équipes de Mauricie. On est en contact avec une académie à Montréal qui, je pense, va faire le pas et va venir. Okay. Donc voilà, c'est un tournoi provincial. On a beaucoup de jeunes de chez nous qui sont en train de s'inscrire, mais on en demande encore. Plus on peut avoir d'équipes, mieux c'est. Donc, encore une fois, du calibre à voir. Est-ce que, dans le fond, chaque ville aura sa catégorie d'âge un peu? C'est divisé comme ça? Ou il va y avoir des matchs de seniors de U7, de U15 partout? Ou c'est un peu plus divisé, là? Non, on est, au niveau catégorie, on est plutôt bien. Okay. On va avoir senior féminin, encore une fois, c'est un peu plus compliqué. On travaille fort dessus. On a déjà une, voire deux équipes. On aimerait bien en avoir une troisième en senior féminin pour faire un championnat 3. Senior masculin, pas de problème, on a ce qu'il faut. Ensuite, on est dans le U16 féminin. Il y a déjà une équipe d'Amkoui, de Matane, Montjoly, Capcha. Donc, il y a de quoi faire. Et après, ça se dégroupe en toutes catégories paires, masculin et féminin, à part chez les petits. On va faire du mixte pour que ce soit plus intéressant. Donc, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne saison de soccer cet été. Puis, on se croisera sûrement sur les terrains puisque mon fils joue. Avec plaisir. Merci. Merci.
Et c'est ce qui complète l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez voir les jeunes artistes de Cause Abscale de secondaire en spectacle sur nos ondes à partir du 20 avril et sur notre site web à partir du 23. En terminant, n'oubliez pas le télébingo de dimanche 22 avril, 700 $ en prix, dont 500 $ pour la carte pleine. Bonne chance à tous et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.